suis scandalisé. Vous avez dit le Rassemblement national serait l'ennemi public numéro un. C'est-à-dire que le principal parti d'opposition en France serait un ennemi public. Non, alors ça, on voit bien mon expression. Hein, donc oui, mais vous l'avez dit. Oui, mais ça traduit. Vous êtes une actrice importante des médias sans aucune flatterie. Le fait que cette expression vous vienne à l'esprit, comme elle peut venir à d'autres, c'est pas ce que vous avez dit vous-même. Des notes. Non, mais là vous êtes la vraie bataille. La vraie bataille, elle est en Ukraine. Il y a des gens courageux qui se battent pour leur nation, pour leur patrie, pour leur famille, pour un certain nombre de valeurs du droit international. Eux, ils sont courageux. Monsieur Macron qui fait des déclarations péremptoires, qui raconte n'importe quoi, tant et si bien qu'il est démenti une fois plus par l'ensemble de nos alliés, y compris des pays qui sont beaucoup plus impliqués en Ukraine, je pense aux pays d'Europe de l'Est ou à un certain nombre d'autres puissances dans le monde, qui ont démenti Monsieur Macron immédiatement. C'est-à-dire que la parole du président de la République n'est plus dans l'intérêt de tous les Français, il n'est plus dans l'intérêt de nos alliés européens et au sein de l'OTAN. Cette parole n'est pas dans l'intérêt même de l'Ukraine, elle est pour des querelles politiciennes, comme l'a fait d'ailleurs le lendemain M. Attal, en attaquant d'une manière complètement outrancière Mme Le Pen et l'ensemble des élus du Rassemblement national, qui sont la principale force d'opposition. Je constate que les déclarations aberrantes de M. Macron, qui sont démenties une fois plus immédiatement par l'ensemble de ses experts, par l'ensemble des spécialistes, n'ont aucune autre portée, sauf se donner une image guerrière qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais, à essayer de déstabiliser le débat politique français. C'est lamentable. C'est lamentable. N'avez-vous pas en tête le lien aussi avec la Russie? Vous êtes pro-russe, pacifiste et capitulaire. C'est ce que vous trouvez que c'est des propos normaux? Dit de vous Robert Ménard. Robert Ménard, c'est pas Emmanuel Macron. Robert Ménard, ça a été longtemps votre allié. Il dit d'ailleurs toujours qu'il partage la plupart de vos idées. Je vous rappelle qu'à la fin de la présidentielle, il partage 2-3 idées sur la sécurité. Il est beaucoup invité, ça c'est sûrement qu'on puisse dire. C'est-à-dire Monsieur Ménard ne représente aucun parti politique français important. Il est en permanence invité sur les plateaux, y compris pendant la présidentielle, pour expliquer qu'il soutient tellement Mme Le Pen qu'il fallait peut-être pas voter pour elle. Quand même. Donc non, pas du tout. Non, moi j'étais directeur adjoint de campagne. À la fin de la campagne, je vais vous dire à la vérité, vous pouvez vérifier. À la fin de la campagne, on avait même retiré du temps de parole de Marine Le Pen parce que avec des alliés pareils qui passent leur temps à dégommer la candidate pour des intérêts qui sont que Monsieur Ménard connaît peut-être, c'est absolument lamentable. Donc moi, les propos de Monsieur Ménard, ça n'engage que lui. Il a toujours été sur une ligne atlantiste. Il a toujours été pour qu'on intervienne, par exemple, en Irak, dans un certain nombre de pays. On connaît la suite. Donc les propos de M. Ménard en géopolitique, effectivement, ça n'a jamais été la ligne souverainiste et même pas la ligne gaullienne. Donc quand ça vous arrange, c'est votre ami. Quand ça ne vous arrange plus, vous estimez qu'il n'a plus rien à voir avec vous. Madame de Malherbe, est-ce que M. Ménard, même quand d'ailleurs qu'il était président de Reporters sans frontières, ce qui était tout à son honneur, est-ce qu'il avait une ligne gaullienne sur la diplomatie? Non, il a toujours été pour le droit d'ingérence, il a toujours été pour que les États-Unis ou d'autres fassent la pluie et le beau temps. Leur naturel pro-russe revient au galop. Ils sont pro-russes, pacifistes, capitulaires. Non mais les propos de M. Ménard sont excessifs, donc insignifiants. Si ce qui était dit était vrai, il ne nous aurait pas soutenus. Donc ce qu'il dit est totalement faux. Ce sont des propos outranciers. Ça relève exactement de l'ambiance que je vous ai dit en France. Malheureusement, la vérité est toujours la première victime des guerres. La Macronie a choisi sur le sujet ukrainien, et je le regrette, contrairement à Marine Le Pen qui tout de suite a fait l'union nationale sur ce sujet, a joué l'intérêt diplomatique de la France, a joué l'intérêt diplomatique de l'Europe. Les macronistes, eux, ont voulu diviser la nation. Ont voulu faire croire que dans notre pays, il y avait des forces politiques, parce que c'était au pluriel, puisqu'au début, M. Mélenchon était aussi impliqué là-dedans. Il recevra les forces politiques. Oui, mais il les reçoit. Il faut savoir, parce que il faut savoir, vous les députés mardi prochain. Je ne sais pas, c'est toujours pareil avec M. Macron. Il y a une semaine où on est les grands ennemis de la nation, on est les pires individus au monde, et la semaine d'après, il faut nous recevoir, on est comme tout le monde, nous sommes un parti démocratique, on ne comprend plus ce que veut M. Macron, puisqu'en fait, il n'y a rien à comprendre d'autre que de la politique politicienne. Il est scandaleux, Madame de Malherbe, d'accuser le principal parti d'opposition de défendre d'autres intérêts que ceux de la nation. Si c'était vrai, il y a des éléments dans le code pénal qui permettraient de nous mettre en cause. Nous n'avons jamais été mis en cause. Ce fameux rapport, cette enquête parlementaire que vous aviez demandé, Jean-Philippe Tanguy, que vous avez présidé. Ces conclusions se sont finalement avérées assez accablantes pour le RN, puisqu'il désigne Marine Le Pen, je cite, comme une courroie de transmission efficace du discours russe du Kremlin. Le Rassemblement national présente une singularité dans sa proximité idéologique avec le régime russe et par les liens financiers qui feront l'objet d'une analyse détaillée. Vous aviez d'ailleurs annoncé porter plainte. Oui, j'ai fait. Porter plainte contre Constance Le Grip, que vous accusez d'avoir fait fuiter ce rapport. Oui. On en est où?
Enfin, j'ai pas porté plainte contre Mme Le Grip, j'ai porté plainte contre X pour une fuite de ce rapport, puisque ce que vous appelez une conclusion n'est pas la conclusion du rapport, c'est une phrase qui a fuité avant sa publication pour qu'aucun journaliste ne puisse vérifier que cette phrase était consolidée par des déclarations. Est-ce que cette phrase est dans le rapport? Cette phrase est dans le rapport, mais elle n'est pas... Est-ce que c'est pas la conclusion? C'est une phrase dans le rapport qui n'est pas consolidée par autre chose que les témoignages, excusez-moi, de Mme Loiseau, la tête de liste de Renaissance aux dernières européennes, ministre de M. Macron, et de M. Glucksmann, qui sont nos adversaires politiques. Donc en fait, cette phrase n'est pas tirée des experts, n'est pas tirée des services de renseignement intérieur ou extérieur, n'est pas tirée des services qui assurent la régularité des élections. Excusez-moi, c'est très important, n'est pas tirée des déclarations de ceux qui s'occupent de la CNCCFP, qui s'occupent du financement des partis politiques, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, de Tracfin, le service de Bercy qui surveille les mouvements financiers entre l'étranger et la France. Tous ces services, eux, ont dit qu'il n'y avait aucune ingérence étrangère sur un parti politique, et en particulier le Rassemblement national. Donc je vous remercie de parler de ce rapport, puisque depuis cette fuite, personne n'en a parlé dans les médias, personne n'est allé vérifier ce qu'il y avait dans ce rapport. La réalité, c'est que l'ensemble des témoignages sous serment de ceux que nous avons auditionnés, des services de l'État, des personnes en charge directement de la lutte contre les ingérences en France, on dit qu'il n'y avait pas absolument, qui lui-même a dit mot pour mot, a dit mot pour mot, non seulement qu'il n'y avait aucune force politique ou personnalité politique de premier plan qui avait des problèmes d'ingérence, mais qui surtout a dit pour le directeur de liens très particuliers avec soupçon autour de Thierry Mariani. Non, M. Mariani n'a pas été cité dans la déclaration de la DGSI. Vous pouvez vérifier tout le verbatim entier, le verbatim. Madame Le Grip on a reçu M. Mariani sous serment. M. Mariani a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a eu des poursuites, Madame de Malherbe, contre les déclarations de M. Mariani, qui a assuré ne pas être victime d'ingérence? Non. Par contre, il y a eu des poursuites que j'ai enclenchées contre deux députés macronistes, M. Bountan pour ses ingérences avec la Chine, M. Julien Laferrère pour ses ingérences avec différentes puissances étrangères. Aucun responsable du Rassemblement national n'a été mis en cause avec cette commission. Et vous invitez finalement à lire ce rapport. Je vous invite, moi, aucun problème, notamment mon avant-propos qui fait des révélations que malheureusement personne n'a repris. Tout le monde peut le lire. Je le lirai attentivement. Jean-Philippe Tanguy, il y aura ce vote mardi à l'Assemblée. On vous demandera si vous soutenez ou non l'aide des 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Le ferez-vous? Nous, Madame Le Pen, évidemment, prendra cette position, exprimera la position de notre groupe. Pour que vos auditeurs sachent, nous ne sommes pas invités en fait, à voter sur le fond, mais sur la déclaration elle-même de M. Attal. Donc nous allons entendre le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Comment il mène le gouvernement? Quand même, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous allez voter oui ou non l'aide à l'Ukraine? C'est ça la question. Mais c'est Marine Le Pen qui fera cette déclaration et qui exprimera. J'ai pas de doute. Je suis président délégué de Marine Le Pen. Marine Le Pen est la chef de notre famille politique. C'est à elle d'arbitrer les grands choix que notre famille politique fait diplomatiquement. Moi, j'ai la position de Marine Le Pen. Vous n'avez pas d'opinion sur l'aide à envoyer à l'Ukraine? Ah si, j'ai une opinion que je communiquais à Marine Le Pen et je soutiens la décision que prendra Marine Le Pen. Donc à ce stade, vous ne voulez pas nous dire, vous ne savez peut-être pas encore si vous allez voter oui ou non? Non, mais je ne sais pas encore la décision que prendra Marine Le Pen. Vous faire voter elle le prendra. À l'aide à l'Ukraine? Mais je n'ai pas d'éléments qui pourraient nous faire voter non. C'est Marine Le Pen qui arbitre, comme elle le fera quand elle sera présidente de la République. Du groupe les grands à l'Assemblée nationale. Mais d'accord, mais je ne suis pas là pour discuter avec vous des grands arbitrages de notre famille politique. Mais en fait, la question, c'est pas l'arbitrage de votre famille politique. Si, c'est notre famille politique. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, la chef de notre famille politique, qui, comme elle le fera quand elle serait présidente de la République. Vous pourriez ne pas soutenir l'aide à l'Ukraine. Mais nous sommes un parti politique libre. Nous faisons nos arbitrages librement, sans aucune pression autre que l'intérêt national. Pour le moment, évidemment, nous avons soutenu l'ensemble des initiatives qui ont permis de soutenir l'Ukraine. Nous avons toujours voté au Parlement français, puisque c'est au Parlement français de s'en employer et pas au Parlement européen, les soutiens à l'Ukraine. Nous avons été dans la condamnation totale et immédiate de l'agression russe. Nous n'avons jamais eu aucune ambiguïté là-dedans. Mais pardonnez-moi, Madame de Malherbe, ce n'est pas à moi d'arbitrer des décisions qui sont dans les mains, et c'est bien normal, de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, d'ailleurs, je le précise, sera donc reçue, je crois que c'est Jordan Bardella, précisément, à l'Élysée demain, précisément sur cette question de l'Ukraine. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, déclare que le lepénisme est un nouveau marxisme, toujours plus de dépenses, toujours moins de recettes. Qui peut être dupe? Visiblement, Monsieur Le Maire lui-même, c'est quand on en est amené... Quand on a quand même l'expérience de Monsieur Le Maire, quand on est amené à dire une énormité pareille pour couvrir la catastrophe des comptes publics, la réalité c'est qu'en janvier,
le déficit public a atteint 24 milliards d'euros. C'est le record absolu de toute l'histoire de France. Même pendant le Covid, même quand l'État subventionnait la quasi-totalité de l'économie française et du quotidien des Français, nous n'avions pas 24 milliards d'euros de déficit. C'est considérable. La réalité, c'est qu'on l'apprend dans le journal Le Monde. Le déficit public pour 2023 sera, je cite, bien au-delà de 4,9. Donc, il le reconnaît. Il le reconnaît. Dit ce sera significativement au-delà des 4,9. Il y a quelques semaines... Il continue à viser quand même les 3%. Très bien. Pour la 5-Glingla, on en reparlera, mais reconnaissez qu'il y a encore quelques semaines, quand M. Le Maire a annoncé les 10 milliards d'économies, il prétendait que c'était pour maintenir le déficit sous les 4,9. Donc il a encore menti aux Français, comme il a menti aux Français et au Parlement. Sur les prévisions et au de croissance, Parlement sur les prévisions de croissance. Sur les prévisions de croissance, il ment ou il ment sciemment pour couvrir son incapacité à gérer les comptes publics de la France. M. Le Maire est ministre depuis 7 ans. Donc il nous annonce l'équilibre des comptes publics, je cite, pour 2032. C'est-à-dire que dans le monde, M. Le Maire dit les comptes publics seront à l'équilibre en 2032. Le journaliste d'ailleurs lui dit mais en 2032 vous serez probablement plus ministre de l'économie. Et voilà, la seule chose où il a raison, c'est qu'en 2032, effectivement, les comptes de la nation seront sur le bon chemin, puisque je l'espère, les Français auront confié le pouvoir à Marine Le Pen et à des gens qui sauront enfin équilibrer les comptes. Je vous rappelle que cette année 2024, ça fait 50 ans, un demi-siècle, que les comptes publics sont déficitaires. 50 ans de déficit systématique. Il n'y a pas une seule famille politique. Vous feriez comment ? Voilà ce que dit donc Bruno Le Maire dans cette interview très complète sur la question des comptes publics. Il dit en effet les 10 milliards d'économies ne sont qu'un début, c'est une première étape. Il dit d'ailleurs ce n'est pas un coup de rabot mais un frein d'urgence. Il y a donc urgence, dit-il. Est-ce que c'est un coup de frein d'urgence sur les comptes publics ? C'est un coup de rabot en fait. C'est la même chose. Gouverner, c'est savoir renoncer à certaines dépenses secondaires pour financer des dépenses prioritaires, l'hôpital, l'école, la police, la justice, les armées. Le reste, on oublie. Est-ce que vous feriez pareil ? Mais non, mais ça ne veut rien dire. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut financer qui sont importantes, qui ne sont pas dans la liste qu'indique M. Le Maire. Le problème, c'est que si vous continuez à tout financer, vous n'arriverez pas à passer sur les 3%. Vous savez, moi, depuis que je suis député, on a eu plusieurs réunions à Bercy qu'on appelle les dialogues de Bercy, qui étaient censés associer les oppositions à la bonne gestion des finances publiques. Moi, comme d'autres députés d'ailleurs, nous avons dit on veut bien être associés à la bonne gestion des dépenses publiques, mais ouvrez-nous les comptes, faisons une vraie revue des dépenses et engageons-nous en échange de ce travail à que chaque force politique puisse faire des propositions chiffrées, concrètes sur les dépenses. Or, ils ne veulent pas ouvrir les comptes de Bercy. On ne sait pas exactement quelles sont ces revues des dépenses, nous n'y avons pas accès et quand on, soi-disant, fait des réunions, en fait, on est réunis, chacun bavarde, chacun donne son opinion, mais on ne travaille pas sur le fond. Ce qu'il faut faire, Madame de Malherbe, c'est qu'aujourd'hui, moi comme d'autres, en fait, nous ne savons pas comment est dépensé l'argent des Français. Il y a c'est obscur. On n'arrive pas à comprendre les chemins de dépenses, comment autant d'argent peut être dépensé, puisqu'on a 55% du PIB qui est dépensé en dépenses publiques, et on ne sait pas où va l'argent. C'est d'ailleurs le sentiment, et vous l'avez souvent sur votre antenne, des Françaises et des Français qui paient 45, 46, 47% d'impôts et qui ne comprennent pas où va l'argent. Donc tant qu'on n'aura pas fait cette grande revue des dépenses, on ne saura pas où l'on va. Par ailleurs, il y a un certain nombre de tabous de la Macronie qui empêchent de réduire les dépenses publiques, tabous qui sont le coût de l'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût de la fraude, le coût du millefeuille administratif.